Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Nats. Aujourd'hui, on va parler des origines du catch à l'époque médiévale. Oui, je sais, le premier épisode sur l'époque antique était en juin. J'ai énormément de retard, j'avoue, j'ai aucune excuse, juste j'ai complètement zappé. Aujourd'hui, du coup, on part sur la partie 2 sur l'époque médiévale, et la semaine prochaine, d'ailleurs, je vous annonce, on aura une petite analyse sur Hamza et Gohaman, n'a rien à voir avec le catch, mais cette semaine, on part sur du catch. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que on est parti. Quand les arènes romaines se sont tues, et que les statues des athlètes antiques ont été recouvertes de poussière, la lutte n'a pas disparu. Elle s'est réfugiée ailleurs, dans les campagnes, dans les foires, dans les traditions païennes qui refusent de disparaître. Elle s'éloigne des marbres polis et de la discipline parfaite, elle redevient un langage brut façonné par la terre et le besoin de survivre. Le Moyen-Âge n'a pas inventé la lutte, mais il l'a transformée, en faisant d'elle le sport du peuple, le rituel des guerriers ou encore, parfois même, le premier spectacle de rue. En frontière de l'Europe du Nord, dans les terres battues par la pluie et la brume, la lutte est un héritage. En Bretagne comme en Cornouailles, on se bat pas pour des trophées, on se bat pour l'honneur du village. On enfile une chemise blanche, on saisit le tissu et le but est simple. Faire claquer le dos de l'autre sur le sol. Les Bretons appellent ça le gouran, et les Anglais en font un rituel de foire. Les Cornouaillais le transforment en tradition. Chaque région possède ses règles, ses champions et ses légendes. Plus au nord encore, dans les terres des descendants vikings, l'Aglima perpétue le mémoire des raids et des dracars. On se ceinture les hanches, on cherche le point d'équilibre, et dans un élan aussi rapide qu'un éclair, on renverse son adversaire. Propre, efficace et sans fioriture. Certaines projections rappellent étrangement des prises que l'on retrouvera plus tard, dans les rings modernes. La lutte est un duel mais aussi un spectacle. Le public crie, parie, provoque. Le show commence avant même que les mains ne se touchent. Loin des foires, derrière les murs de forteresse, la lutte devient un art de guerre. Les chevaliers apprennent très vite au combat rapproché, l'épée n'est rien sans la maîtrise du corps. Dans les traités germaniques, le Ringen, la lutte allemande dévoile une autre réalité, celle du combat réel. On y apprend à désarmer, à étouffer, à briser un membre, à renverser un homme en armure. Les dessins médiévaux montrent des clés, des étranglements, des prises qui ressemblent déjà à des armlocks ou à des projections de judo. Le Moyen-Âge ne connaît pas le rime, il connaît la nécessité. Un chevalier qui tombe sans savoir lutter est un chevalier qui ne se relèvera pas. Dans certaines écoles martiales, on combine la lutte aux armes. Un duel à l'épée peut se terminer dans la boue, l'un des combattants entraînant l'autre au sol, sèche, aussi brutal qu'un body slam à l'heure actuelle. Aux frontières de l'Orient, dans l'Empire byzantin, l'ancienne tradition gréco-romaine continue de vivre. Les exercices sont codifiés, les techniques précises et les écoles nombreuses. La lutte byzantine donne au Moyen-Âge un souffle d'antiquité, une plus stratégique, plus technique, où le contrôle du sol est aussi important que la projection. Dans le monde musulman, la lutte devient un entraînement spirituel et martial. Le Moussara, lutte arabe, est célébré dans les cours, les armées et les fêtes. Un test de force, de courage et d'humilité, les chroniqueurs racontent des combats où les lutteurs deviennent des héros populaires, acclamés comme les champions d'aujourd'hui. À l'est enfin, sur les terres slaves et russes, la borba se pratique dans les fêtes, les mariages et les foires. Un cercle de sable, deux hommes face à face et tout un village s'y regarde. Les projections sont sèches, rapides, tranchantes comme des coups de hache. La sol est dure, le public indomptable. La lutte n'est pas seulement un sport, c'est un rite de passage. Et puis il y a ces hommes, voyageurs, mercenaires, champions de région en région. Ils arrivent sur les places publiques entourés par des enfants qui courent autour d'eux et des marchands qui arrivent pour annoncer leur venue. Certains ont un surnom, d'autres portent des habits faits pour frapper l'esprit. Ils provoquent le public, défient les meilleurs du coin, ils entretiennent leur légende. Dans les foires, la lutte devient un spectacle. On se chamaille, on joue avec le public, on exagère les gestes. Il ne manque qu'une seule chose que ce soit du catch, la corde autour du ring. Mais la tension est déjà là. Le spectacle commence à dépasser la simple technique. On vient pour voir un champion chuter, ou un inconnu humilier un favori. On vient pour vibrer, pour crier, pour prendre parti. Le Moyen-Âge, sans le savoir, invente les premiers échos du kayfabe. À travers ces siècles de confrontation, une idée persiste. La lutte n'est pas seulement un sport, elle est un langage. Pour un duel d'honneur entre villages, parfois une préparation à la guerre, parfois un spectacle offert au peuple. Un millénaire avant les rings télévisés, les rois luttent encore, littéralement pour prouver leur supériorité. Dans les campagnes, les jeunes testent leur vigueur à travers des combats rituels. Dans les manuscrits, des maîtres illustrent des techniques qu'on pourrait retrouver plus tard, aujourd'hui, dans des écoles de catch. Dans les lumières des arènes antiques se sont éteintes, la lutte n'a pas disparu pour autant. Elle s'est cachée dans les recoins du Moyen-Âge, elle s'est transformée, fragmentée, transmise et réinventée. Et dans ce chaos médiéval, entre tradition, violence et spectacle, le catch moderne prend ses racines à l'époque médiévale.